Vous voyez ce machin? C'est une paria. C'est comme ça qu'ils appellent leur barbecue en Argentine. Et autant dire qu'on rigole pas avec les barbecues là-bas. Dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, la paria n'est pas qu'un simple objet. Il est le centre d'un rituel sacré au cours duquel on se retrouve entre proches pour faire griller des saucisses, des entrecôtes ou du chorizo dans la convivialité. Sauf qu'en mars 2020, dans la province de Catamarca, quelqu'un a utilisé sa paria pour faire rôtir un tout autre type de viande. L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui n'a rien de comparable à une balade du dimanche en famille. Je vous emmène dans les bas-fonds de la jeunesse dorée argentine, là où l'élite locale cache ses plus sombres secrets. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle qui va vous mettre sur les nerfs d'entrée. On va plonger directement dans l'horreur. Juste avant, rapidement, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, comme ça vous ne ratez pas les vidéos suivantes et moi ça m'aide beaucoup, merci. Pour que vous puissiez comprendre l'impact de l'histoire que je m'apprête à vous raconter, il faut d'abord que je vous en dise plus sur Catamarca, notamment sur l'affaire María Soledad Morales, dont cette province du nord-ouest de l'Argentine, qui compte 400 000 habitants, porte encore les cicatrices. Le 7 septembre 1990, cette lycéenne de 17 ans, issue d'une famille modeste, assiste à une soirée organisée afin de récolter des fonds pour le voyage de fin d'études de sa classe. Mais après ça, elle ne rentre pas chez elle. Luis Tula, un homme adulte et marié, l'emmène à une fête privée au volant du véhicule d'Arnoldito Saadi, qui se trouve être le cousin du gouverneur Ramón Saadi. Là-bas, plusieurs jeunes hommes l'attendent. Et ils ne sont pas n'importe qui non plus. Ce sont tous des fils ou neveux d'hommes de pouvoir. Il y a Miguel Ángel Ferreira, le fils du chef de la police de Catamarca, Pablo et Diego Jalil, les neveux du maire, et Guillermo Luque, le fils d'un député. Je sais pas pourquoi, je fais confiance à aucune de ces professions. Et effectivement, ce soir-là, Maria est droguée à la cocaïne, collectivement violée et torturée avant d'être tué. Son corps sauvagement mutilé est retrouvé 3 jours plus tard sur une route, à 7 km de la ville. L'enquête permettra de révéler que le gouverneur Ramón Saadi, ainsi que toute la structure politique locale, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour étouffer l'affaire. Le chef de la police a ordonné que le corps de Maria soit lavé pour tenter d'effacer les preuves, notamment ADN. Oui, parce que l'eau ainsi que le feu sont les pires ennemis des preuves médico-légales. Mais c'est pas tout. Des témoins ont été intimidés, et l'un des enquêteurs était à la botte des suspects. Toutes les familles des criminels ont fait bloc derrière eux, malgré la gravité des faits reprochés. C'est quoi la mission de la police déjà? Protéger et servir? Ah, il manque un bout de la phrase là. Protéger et servir, mais ça dépend qui. Ouais, là c'est mieux, c'est plus clair. Face à ces injustices manifestes, la religieuse Marta Pelloni, rectrice du lycée de Maria, organise une série de 82 marches du silence, les premières de l'histoire de l'Argentine. Un gros scandale éclate alors et finit par provoquer la chute du gouverneur Saadi, mais aussi l'intervention fédérale de la province. Seulement, seul Guillermo Luque, le fils du député, et Luis Tula, l'homme qui avait conduit Maria à la fête, ont finalement été condamnés à respectivement 21 ans et 9 ans de prison. Face à la grogne publique qui faisait rage dans le pays, il a bien fallu que des têtes tombent. Sauf que l'élite a malgré tout été préservée. Les familles Jalil, Saadi et Ferreira, qui étaient les plus influentes du lot, ont réussi à faire en sorte que leurs proches ne soient jamais inquiétés. Le député Ángel Luque, père de Guillermo, l'un des 2 seuls condamnés, a même osé déclarer que si son fils avait été l'auteur du crime, le corps n'aurait pas été retrouvé. Elle commence bien cette histoire. J'espère que vous n'êtes pas là pour vous détendre. 30 ans après, les habitants de Catamarca se souviennent encore de cette affaire des marches du silence qui ont ébranlé les fondements du pouvoir local. Malheureusement, dans cette province où de puissantes familles contrôlent encore la politique et l'économie, un nouveau drame s'apprête à avoir lieu début 2020. Cette année-là, plus précisément le 1er mars, Maria Espeche se lève à l'aube, comme presque chaque matin, pour aller réveiller Brenda Gordillo, sa fille de 24 ans. La mère de famille est veuve. Elle vit seule avec 2 de ses 4 enfants, dans une modeste maison située à San Fernando del Valle de Catamarca. L'époux de Maria était ouvrier, et après sa mort prématurée,
Elle a dû composer avec la maigre pension qui lui était versée chaque mois pour garder la maisonnée à flot. Après ça, elle a commencé à travailler dur dans l'industrie textile et d'autres entreprises afin de pouvoir donner la meilleure éducation possible à ses enfants. Par chance, aucun d'eux ne lui a vraiment causé de soucis. Brenda, seule fille de la fratrie, est une jeune femme discrète qui occupe un poste de stagiaire rémunéré dans les bureaux de la municipalité de Catamarca. Et quand elle n'est pas au boulot, c'est souvent sur un terrain de hockey qu'on peut la trouver. Brenda se passionne pour ce sport et elle joue régulièrement au Club Defensores del Norte où elle est appréciée de toutes ses coéquipières. Pour résumer, c'est quelqu'un de simple qui mène une vie tranquille dans la capitale provinciale jusqu'au 1er mars 2020. Jour où Maria tape à la porte de la chambre de Brenda et constate que son lit est vide. Sa mère n'est pas réellement inquiète au départ. Brenda est assez indépendante et elle ne lui raconte pas sa vie privée en détail. Il est donc fort possible qu'elle ait passé la nuit ailleurs, comme c'est déjà arrivé. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est qu'elle ait choisi de ne pas rentrer la veille d'un jour travaillé. En effet, Brenda est de service aux bureaux municipaux un peu plus tard. Ça a beau être un dimanche, elle est tout de même attendue au travail et n'est pas du genre à manquer à ses obligations professionnelles, sans même se justifier. Jamais. Elle n'aurait laissé tomber ses collègues sans leur fournir la moindre explication. Or, c'est à n'en pas douter ce qui va se passer, parce qu'elle ne se serait pas rendue sur son lieu de travail sans revenir brièvement chez sa mère pour se préparer. Les heures passent et pas de nouvelles. Maria ignore où est sa fille et ne reçoit pas le moindre signe de sa part. Elle commence alors à se faire un sang d'encre et l'appelle plusieurs fois, mais n'obtient aucune réponse. Brenda n'est visiblement pas allée au travail. Et si elle n'y est pas, où est-elle? Et surtout, pourquoi ce silence qui s'éternise? Au cours de l'après-midi, toute la famille est mobilisée. Ivan, l'un des frères de Brenda, âgé de 29 ans, décide de partir à sa recherche de son côté. Il connaît les habitudes de sa sœur, ses lieux favoris et même ses amis. Il est donc peut-être le mieux placé pour pouvoir la retrouver. Ivan commence par faire le tour des endroits qu'elle fréquente habituellement. Il passe au club de hockey, dans tous les cafés du centre-ville, et frappe aux portes des maisons de ses copines les plus proches. Seulement, personne ne sait où elle se trouve actuellement. C'est à peu près au même moment que la voiture de Brenda, une Volkswagen Golf blanche, est retrouvée au centre-ville. Elle est garée rue Junín, face à la place Birgen del Valle, et n'a visiblement pas bougé depuis la veille au soir. Les clés sont à l'intérieur, et il n'y a aucune trace de lutte, que ce soit à l'intérieur du véhicule ou à côté. Mais Brenda, elle, n'est nulle part. Ses proches fouillent les environs de la place, interrogent les commerçants qui commencent à fermer boutique, et interpellent les passants qui se promènent encore. Malheureusement, encore une fois, ils se heurtent à une inquiétante absence de réponse. Personne n'a rien vu de suspect ou aperçu Brenda. Peu à peu, l'angoisse monte dans le cœur de Maria. Elle connaît sa fille mieux que quiconque, raison pour laquelle elle sait qu'elle n'aurait jamais abandonné sa voiture comme ça, en plein centre, clé dans l'habitacle. Maria a cette intuition que tout le monde redoute d'avoir un jour. Elle est convaincue que quelque chose de grave est arrivé à Brenda. Sa famille se rend donc au commissariat pour signaler la disparition. Les policiers prennent leur déposition au sérieux. Le vrai problème, c'est qu'ils savent pas grand-chose de l'emploi du temps de la jeune femme. Avec qui était-elle la soirée précédente? Où est-elle allée? Qui a-t-elle pu rencontrer? Ces questions sont sans réponse. Et dans ce cas, comment savoir par où commencer l'investigation? Brenda est quelqu'un de très réservé quand il s'agit de sa vie privée, au point qu'elle ne parle jamais de ses relations amoureuses, même avec sa famille proche. Sa mère sait qu'elle sort parfois le soir, qu'elle a des amis, peut-être même un petit copain. Mais c'est à peu près tout. Brenda a pour habitude de garder tous les détails pour elle. Cette discrétion, qui fait partie intégrante de sa personnalité, complique à présent les recherches. Les premières heures sont cruciales dans les affaires de disparition, et alors qu'ils devraient être actifs, les enquêteurs se retrouvent déjà dans une impasse, sans aucune piste concrète à suivre. La nuit tombe lentement sur Catamarca, et Brenda n'a plus été aperçue depuis maintenant plus de 24 heures. Dans la maison familiale, tout le monde est rongé par la peur. À l'affût du moindre bruit ou d'un appel de Brenda, Maria ne parvient pas à fermer l'œil. Elle espère entendre la clé de sa fille tourner dans la serrure et se lève même plusieurs fois pour jeter un œil dans sa chambre, au cas où elle serait discrètement rentrée. Mais son lit reste désespérément vide. Ivan, de son côté, continue de parcourir les rues à la recherche de sa sœur. Même après la tombée de la nuit, il appelle toutes les connaissances de Brenda qu'il peut joindre et se rend à droite, à gauche pendant des heures. En vain. Le jour suivant, l'espoir commence à s'amenuiser. Quelqu'un ne disparaît pas comme ça.
sans s'expliquer ou laisser de traces. La famille Gordillo n'ose pas se l'avouer, mais elle envisage le pire, sans savoir que la veille, quelqu'un a déjà apporté les réponses qu'ils cherchent encore avec acharnement. Le 1er mars, à 15h, la famille de Brenda multiplie les appels téléphoniques et organise des battues improvisées dans les rues. Pendant ce temps-là, un jeune homme franchit les portes de la brigade des investigations de Catamarca. Il est accompagné de ses parents, d'un avocat, et semble très nerveux. Il s'appelle Naïm Beramenem et a tout juste 19 ans. Il vient avouer qu'il a commis un crime. Naïm n'est pas n'importe qui dans cette province. Son père est un chirurgien respecté à Catamarca et sa famille fait partie de l'élite locale. Ces familles aisées qui jouissent à la fois d'un pouvoir politique et économique, ou à tout le moins le côtoient de près. Face aux enquêteurs, Naïm raconte qu'il a passé la nuit de samedi à dimanche avec une femme de quelques années son aînée dans un appartement familial. Tout se passait bien, jusqu'à ce que les choses prennent une tournure dramatique. Très tôt dans la matinée, les deux jeunes adultes ont eu une violente dispute, et au cours de la bagarre, l'invitée de Naïm a trébuché dans l'escalier. Elle s'est malheureusement tuée dans sa chute. Pris de panique après ce tragique accident, Naïm a alors pris la décision de faire disparaître le corps. Seulement, quelque chose cloche déjà dans cette version des faits. Naïm parle de cette mystérieuse victime comme si elle n'était qu'une simple connaissance, pour pas dire un plan cul. Sauf qu'en écoutant son récit, les policiers ont la sensation qu'ils la connaissaient bien mieux que ça. Ils ne font pas part de leurs doutes à Naïm, mais sont vraiment interloqués. Cette histoire leur paraît pour le moins étrange, notamment parce qu'elle est pleine d'incohérences et de zones d'ombre. Par chance, Naïm accepte immédiatement de les guider vers l'appartement en question. Il s'agit d'un duplex situé à Maestro Quiroga 60, face à l'Université nationale de Catamarca. L'appartement n'appartient pas à Naïm, mais à sa grand-mère. C'est un bien habituellement loué à des étudiants par sa famille, mais actuellement il est inoccupé. Quand les enquêteurs pénètrent dans l'appartement avec Naïm, ils remarquent bien vite que la scène qui s'offre à leurs yeux est en totale contradiction avec ce qu'il leur a dit. Parce que, contrairement à mon appartement, les lieux sont d'une propreté immaculée. Ouais, mais vous moquez pas, hein. Qui est suspecté, Naïm ou moi? Ah voilà. Bon, malgré ce qui a été décrit par Naïm, il n'y a aucun signe de lutte nulle part. Et pas la moindre trace de sang. Y compris dans l'escalier, où la victime a soi-disant mortellement chuté. Tout semble avoir été soigneusement nettoyé. Il règne d'ailleurs encore dans l'appartement une forte odeur de produits ménagers. Mais c'est pas tout, et croyez-moi, le plus choquant dans tout ça reste à venir. Après avoir montré le logement aux policiers, Naïm leur indique où trouver le corps de la victime. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Les enquêteurs se rendent d'abord près du ravin de la rivière El Tala, sur la route provinciale 4. C'est sur le bord de cette voie qu'ils trouvent des restes humains calcinés, enterrés, des fragments de chair brûlés, méconnaissables. Puis c'est dans un conteneur, situé cette fois près de l'appartement, qu'ils trouvent d'autres parties du corps de la jeune femme. Elle a été brûlée, découpée, et ses restes ont été disséminés à 2 endroits différents. Une découverte assez perturbante pour dépasser de loin tout ce que les enquêteurs ont pu voir de sordide dans leur carrière jusqu'à présent. C'est finalement grâce à un carnet de sécurité sociale, retrouvé dans les affaires personnelles de Naïm, que l'identification de la victime est rendue possible. Le nom inscrit dessus est celui de Brenda Micaela Gordillo. Ce carnet, Naïm l'a gardé même après avoir disposé du corps. Trophée macabre ou simple négligence? Difficile à dire pour le moment. Beaucoup trop d'éléments sont encore flous dans cette affaire. Quand la police obtient enfin la confirmation de l'identité de la victime, elle se résout à prévenir sa famille, qui la cherche désespérément depuis plus de 24 heures. En apprenant la nouvelle, Maria s'écroule. Selon le témoignage d'Ivan, le choc est tel que sa mère est restée prostrée dans son lit pendant des jours, incapable de manger ou de boire quoi que ce soit. Dans toute la province, la nouvelle de la mort violente de Brenda fait l'effet d'une bombe. Le maire de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, décrète 2 jours de deuil municipal en hommage à son ancien employé. Petite parenthèse, au cas où vous auriez fait le rapprochement, oui, il y a un lien de parenté entre Gustavo Saadi et Ramon Saadi, le gouverneur destitué en 1991 suite à l'affaire Maria Soledad Morales. Gustavo est le neveu de Ramon. Cette famille a donc toujours beaucoup d'influence dans la province en 2020, et c'est le cas depuis 1949.
date à laquelle le père de Ramon, Vicente, a été élu gouverneur. Il s'agit presque d'une dynastie à ce point. Mais revenons-en à notre affaire. Le soir même de l'annonce de la mort de Brenda, des centaines de personnes se rassemblent pour une première marche à sa mémoire. Ses coéquipières du club de hockey organisent la manifestation, rejointe par des membres d'un collectif féministe de Catamarca. Les enquêteurs, de leur côté, sont toujours à pied d'œuvre, persuadés que Naïm ne leur a pas dit toute la vérité, et que ce qu'il cache est sûrement pire encore que ce qu'il a bien voulu avouer. Dès le 2 mars, l'enquête commence déjà à rouler allègrement sur les mensonges de Naïm. Les premiers éléments médico-légaux révèlent une réalité bien différente de ce qui a été rapporté par le jeune homme. L'autopsie du corps de Brenda est formelle et sans appel. Elle n'est certainement pas morte d'une chute dans un escalier. Elle n'a pas été victime d'un accident, mais d'un meurtre. Brenda a été asphyxiée à l'aide d'un morceau de tissu, probablement un vêtement introduit dans sa bouche. Une mort atroce, précédée d'une agonie longue de plusieurs minutes. Avant de rendre son dernier souffle, elle s'est courageusement défendue pour tenter de sauver sa vie. Il y a sous ses ongles des morceaux de peau et des fragments de chair qui ne lui appartiennent pas. L'analyse ADN confirmera plus tard que c'est à Naïm qu'ils ont été arrachés. Les policiers avaient d'ailleurs remarqué des griffures fraîches sur ses bras le jour de sa venue au commissariat. Selon la reconstitution des faits, Brenda a rejoint Naïm au duplex de sa grand-mère à 1h48 précisément, dans la nuit du 1er mars 2020. Des caméras de surveillance l'ont filmée alors qu'elle garait sa voiture place Birgen del Valle, à l'endroit même où elle a été retrouvée abandonnée. Brenda s'est ensuite rendue à pied jusqu'à l'appartement, ignorant qu'elle marchait vers sa mort. À l'intérieur, la conversation a peut-être commencé normalement, mais à un moment donné, Naïm est passé à l'acte. Il a attaqué Brenda, probablement par surprise. La différence de corpulence entre les deux était importante, étant donné que la victime mesurait 30 cm de moins que son agresseur. Ce déséquilibre physique a malheureusement rendu sa farouche résistance totalement vaine. La lutte entre Naïm et Brenda a été brève, mais très violente. Le jeune homme a fini par l'immobiliser et a réussi à introduire un tissu dans sa bouche. Brenda s'est lentement asphyxiée et elle est morte dans de terribles souffrances, trahie par quelqu'un en qui elle avait visiblement confiance. Après ça, Naïm a mis en œuvre un plan particulièrement macabre. Il a placé le corps de Brenda sur une paria, l'équivalent argentin d'un barbecue, probablement installé sur la terrasse ou dans le patio de l'appartement. Une fois ceci fait, il a essayé d'incinérer la dépouille. Seulement Naïm avait largement sous-estimé le fait que des restes humains, ça brûle pas comme un marshmallow ou une merguez. Malgré l'alcool qu'il avait acheté spécialement pour alimenter les flammes, le corps ne s'est pas entièrement consumé. Et c'est là qu'on comprend que Naïm, c'est pas le plus intelligent des 7 nains. Parce qu'un corps humain est composé de quoi en majorité? Bah oui, d'eau. Donc ce benet a littéralement essayé de mettre le feu à de la flotte. Ceci dit, heureusement qu'ils sont cons parfois, ça évite qu'ils fassent d'autres victimes. Mais bon, Naïm a donc décidé de découper les morceaux partiellement calcinés et de disposer du tout à 2 endroits différents. Des voisines du duplex affirment l'avoir vu cette nuit-là. Sur le moment, elles n'ont évidemment pas compris ce qui se tramait. Elles ont juste vu Naïm essayer de se débarrasser de quelque chose près des conteneurs. Une source affirme qu'il a vu que les voisines le regardaient et leur a fait coucou d'un signe de la main. Méfiez-vous de vos voisins. Pour abattre le reste de sa macabre besogne et se rendre au second lieu de dépôt, Naïm a utilisé une camionnette empruntée à son père, ainsi qu'une pelle qu'il avait emmenée. Ironie du sort, sur le trajet, il s'est fait contrôler par la police alors qu'il était à l'arrêt sur le bas-côté de la route, sans la moindre trace de nervosité. Il a menti aux agents en leur expliquant qu'il se rendait au travail et qu'il s'était arrêté pour envoyer des messages. Les policiers l'ont laissé repartir, sans savoir qu'il venait de croiser un meurtrier transportant les restes de sa victime. Les caméras de surveillance du poste de contrôle routier Las Reras ont filmé Naïm alors qu'il circulait sur la route provinciale 4 dans la nuit du crime, au kilomètre 11, probablement au moment où il se débarrassait des restes de Brenda. Sur ces images, il n'a absolument pas l'air stressé. Au contraire, il apparaît concentré sur sa tâche. Une fois l'intégralité du corps caché, Naïm a pris le temps de nettoyer méticuleusement l'appartement familial pour effacer toute trace de son crime. Puis il s'est changé, a fait disparaître ses vêtements tachés de sang et s'est bien lavé.
avant de rentrer tranquillement chez ses parents. Il a même ramené la camionnette et l'appel emprunté à son père, sans que celui-ci ne se doute de rien. Naïm a ensuite passé une paisible nuit dans son lit, comme si tout était normal. Comme s'il venait pas de foutre un cadavre sur un barbecue. Après s'être levé, il a pris son petit déjeuner avec ses proches et a regardé la télévision. En somme, il a juste vaqué à ses occupations habituelles. Cette froideur, post-crime, a particulièrement marqué les enquêteurs et les experts psychiatres. Comment est-il possible de commettre un acte d'une telle barbarie, puis de rentrer chez soi dans le plus grand des calmes, à seulement 19 ans? Ce tableau contraste avec celui que beaucoup de gens connaissent. Parce qu'en apparence, Naïm a pour ainsi dire tout du futur gendre idéal, quand il grippa des gens au barbecue. Certes, membre d'une famille aisée et respectée dans la province, c'était un étudiant brillant, qui se donnait des allures de défenseur des droits des femmes. Il tweetait régulièrement à ce sujet, appelant par exemple les hommes à arrêter de les brûler et de les tuer, au lieu de leur offrir des fleurs pour la Saint-Valentin. Oui, c'est même chose qu'il a faite un peu plus tard. Pour en revenir aux apparences, Naïm a terminé ses études secondaires avec d'excellents résultats et préparait son entrée à l'université. Son projet d'avenir était clair. Il comptait partir étudier à Cordoba, l'une des plus prestigieuses villes universitaires d'Argentine. Sa famille l'a toujours pleinement soutenu dans ses ambitions, et même s'il ne manque pas d'intelligence, il n'a jamais eu beaucoup d'efforts à fournir. Son statut social à lui seul suffisait à lui ouvrir toutes les portes auxquelles il tapait. Mais comme souvent, derrière ces façades trop parfaites, il suffit de gratter un peu pour que le vernis s'écaille. Et ce qu'il y a en dessous est rarement aussi irréprochable. Le meilleur ami de Naïm, Facundo Manzur Soria, fait d'ailleurs une révélation choc aux enquêteurs. Des semaines avant les faits, il lui avait confié qu'il voulait s'en prendre à Brenda et lui avait même demandé de l'aider à commettre le meurtre. Sur le coup, Facundo a pensé que c'était juste des plaisanteries de très mauvais goût. Jamais il aurait imaginé que Naïm puisse être sérieux quand il lui disait qu'il voulait tuer quelqu'un. Pourtant, les confidences de son ami étaient étrangement précises et détaillées. Naïm a même évoqué les différents scénarios qu'il envisageait pour faire disparaître Brenda. Facundo ne l'avait pas cru, mais finalement, c'est lui qui a appris ce qui s'était passé en premier. Dans la matinée du 1er mars, entre 6h30 et 7h, Naïm a commencé par lui envoyer des messages via Twitter. Puis il a débarqué chez lui, en larmes, et lui a avoué qu'il venait de tuer Brenda. Pour Facundo, cette conversation était surréaliste. Naïm lui a raconté le déroulé du meurtre avec un détachement effrayant, comme s'il évoquait une anecdote banale. Facundo, choqué et tétanisé, a demandé à son ami de partir. Puis il a contacté le frère de ce dernier, qui a réussi à le convaincre d'aller se dénoncer aux autorités. Après ça, Naïm a avoué le meurtre à ses parents, qui ont pris la responsabilité de l'emmener au commissariat, accompagné d'un avocat. Mais il s'avère que, bien avant de commettre un meurtre, le fils prodigue n'avait déjà rien d'une oie blanche. Fernanda, l'une de ses anciennes camarades de classe, révèle avoir été victime d'un harcèlement continu de sa part. Naïm et ses amis avaient un comportement des plus déplacés. À la fois machiste, misogyné, violent. Il traitait Fernanda de salope devant tout le monde au lycée. Et lui criait même dessus quand il la croisait dans la rue. Il ne ratait jamais une occasion de la prendre pour cible. Le harcèlement que Fernanda subissait est devenu si intense et insupportable qu'elle a dû changer d'établissement scolaire. Mais ça n'avait pas suffi. Le groupe mené par Naïm a finalement publié une vidéo de Fernanda sur un site pour adultes, ce qui l'a poussé à quitter définitivement la province. Une bonne bande de petites brutes bourgeoises. Manque plus que quelques rails de coke et des orgies pour pouvoir en faire un bon documentaire W9. Un proche de la famille Béra révèle que Naïm avait de sérieux problèmes d'addiction. Il consommait de grandes quantités de drogue dure. Cette source affirme également avoir mis Brenda en garde contre cette facette de la personnalité de Naïm. Elle lui avait même conseillé de se méfier de lui et de ses fréquentations douteuses. Parce que oui, Naïm a aussi menti là-dessus. Brenda n'était pas une fille qu'il voyait de temps en temps uniquement pour coucher avec. C'était sa petite amie. Ce témoignage éclaire d'un jour nouveau la personnalité de Naïm. Derrière cette image de jeune homme modèle se cachait en vérité quelqu'un de mauvais et d'instable, prêt à tout pour sauver sa peau. Sans surprise, les parents de Naïm sont dans un état de choc complet. Ils peinent à accepter que leur fils, qui faisait leur fierté jusque-là, ait pu commettre un acte d'une telle barbarie. Ils publient d'ailleurs une lettre ouverte à la famille de Brenda pour leur exprimer leurs condoléances et
leur demander pardon. Cette initiative montre l'étendue du traumatisme vécu par la famille Berra, elle aussi victime de la folie meurtrière de leur enfant, qu'ils n'ont d'ailleurs pas tenté de défendre. Mais il reste une question sans réponse. Pourquoi Naïm a-t-il tué Brenda? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de bonne famille à commettre l'irréparable? Pour comprendre le mobile de ce crime atroce, il faut remonter au début de la relation entre Naïm et Brenda. Ils se sont rencontrés le 24 novembre 2019. Donc au jour du meurtre, ils se connaissaient depuis 3 mois et 1 semaine. Et oui, ils sortaient ensemble. Une relation que Naïm tente à présent de minimiser, en prétendant qu'il n'a vu Brenda que 8 fois et qu'il ne savait même pas où elle habitait. De grossiers mensonges, démentis par tous les témoignages, les preuves numériques et les images de vidéosurveillance. Les messages qu'ils se sont échangés, les photos qu'ils ont prises ensemble et les témoignages de leurs amis communs, tout prouve qu'ils étaient en couple. Brenda avait même confié à ses copines qu'elle sentait qu'elle tombait amoureuse de Naïm et qu'elle lui avait dit. Ses amis les plus proches n'étaient du reste pas très fans du personnage, qu'elle surnommait El Toxico, le toxique, quand elles parlaient entre elles. Brenda n'avait pas encore présenté Naïm à sa famille et ne s'était pas étalée sur le sujet. Mais pour ses proches, il était clair qu'elle fréquentait quelqu'un qui comptait pour elle. C'est en février 2020 qu'un événement a tout fait basculer. À cette période, Brenda annonce à Naïm qu'elle est enceinte. La réaction du jeune homme ne se fait pas attendre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas tendre. Naïm dit clairement à Brenda qu'il ne veut pas de ce bébé et lui demande d'avorter. Une chose qu'elle refuse catégoriquement. Elle compte bien mener cette grossesse à terme et élever l'enfant, avec ou sans son père. Brenda a fait son choix, à vrai dire. Elle a le droit de disposer de son corps comme elle le souhaite. Sauf que Naïm ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, cette annonce augure d'une catastrophe à venir. Il a des projets précis pour son avenir et ne compte absolument pas en dévier. Il veut absolument partir étudier à Cordoba, où il prévoit de faire de brillantes études pour avoir une prestigieuse carrière, exactement comme l'a fait son père avant lui. Naïm n'a que 19 ans, mais il est issu d'une famille bourgeoise qui a toujours eu des attentes élevées pour lui. Il fait partie de cette élite provinciale qui se croit supérieure au reste de la société. Alors, une grossesse non désirée et un enfant conçu avec une fille qui n'est pas de son milieu social, ce ne sont rien de moins que des imprévus particulièrement indésirables. Naïm place ses ambitions personnelles avant tout le reste, y compris 1 ou 2 vies humaines. On est sur la définition même du connard. Il considère donc que ses problèmes, Brenda et sa grossesse, doivent disparaître. C'est alors que l'impensable prend forme. Dès le mois de février 2020, Naïm commence à planifier froidement le meurtre de sa petite amie. Il envisage d'abord d'embaucher un tueur à gages. Selon son plan initial, l'homme devait s'attaquer spécifiquement au ventre de Brenda, pour provoquer une fausse couche et probablement sa mort par la même occasion. Naïm en parle autour de lui et cherche des contacts dans les milieux criminels pour obtenir des renseignements sur les tarifs de ce genre de service. Il demande même conseil et de l'aide à ses amis, mais aucun de ceux-ci, à l'image de Facundo, ne prend ses propos au sérieux. Quoi qu'il en soit, le premier plan de Naïm s'avère trop compliqué à mettre en œuvre. Les seuls tueurs à gages fiables et sérieux qu'il trouve sont trop chers pour lui. Incapable de faire en sorte que quelqu'un d'autre se salisse les mains à sa place, Naïm décide donc de se charger du sale boulot lui-même. Il mûrit ainsi son projet criminel pendant plusieurs semaines. Il doit réfléchir à la méthode qu'il va employer, au lieu où il va commettre le meurtre, mais aussi au moment le plus propice pour passer à l'acte. Naïm sait qu'il a libre accès à l'appartement de sa grand-mère, un endroit isolé où personne ne risque de venir le déranger. Il planifie alors soigneusement chaque étape. D'abord, il doit réussir à attirer Brenda dans le duplex. Puis il doit la tuer et faire disparaître son corps. Naïm étudie les différents moyens de disposer d'un cadavre. C'est sans doute à ce moment qu'il décide d'utiliser la paria et achète de l'alcool pour alimenter les flammes. Il aurait peut-être dû étudier un peu plus. À ce stade, il ne lui reste plus qu'à emprunter la camionnette de son père et à prendre une pelle pour enfouir les restes de Brenda. Naïm met son plan diabolique à exécution le 29 février 2020 dans la soirée. Il contacte Brenda et lui propose un rendez-vous. Sûrement sous un faux prétexte. Peut-être lui fait-il croire qu'il a changé d'avis sur sa grossesse et qu'il compte finalement assumer ses responsabilités. En tout cas, Brenda ne se doute absolument de rien et a confiance en Naïm, raison pour laquelle elle accepte ce rendez-vous chez sa grand-mère de bonne grâce. Elle y arrive le 1er mars à 1h48
Et la suite, vous la connaissez. Brenda meurt dans de terribles souffrances et son meurtrier se livre à la police juste parce qu'il en a été convaincu, en essayant quand même de faire croire à un accident. Si Facundo n'avait pas donné l'alerte et que le frère de Naïm avait décidé de le couvrir au lieu de l'inciter à se dénoncer, il aurait peut-être réussi à échapper à la justice. Son procès débute le 5 mai 2021 devant la première chambre pénale de Catamarca, après plus d'1 an d'instruction. C'est un événement historique pour la province. Pour la première fois depuis l'affaire María Soledad Morales, les débats sont filmés intégralement à la demande des parties civiles. À présent âgé de 21 ans, Naïm Vera est la personne la plus jeune jamais jugée pour féminicide à Catamarca. Face au tribunal et entouré par un impressionnant dispositif de sécurité, il tente de présenter ses excuses. Et ça doit être assez dur quand on est un psychopathe. Naïm demande pardon à la famille de Brenda et à sa propre famille d'une voix blanche. Mais ces mots sonnent creux. Il faut dire que le profil psychologique que les experts psychiatres dépeignent de l'accusé ne plaide pas en sa faveur. Entre personnalité psychopathique, très narcissique et mépris profond à l'égard des femmes, il est accablant à lui seul. L'incident troublant qui se produit au 4e jour du procès enfonce d'ailleurs le clou sur ce dont il est potentiellement capable. Ce jour-là, Cynthia Aragon, une amie de Brenda qui vient témoigner contre Naïm, est violemment agressée le soir même par de supposés motochorros, des voleurs à moto. Laissée sur le carreau avec de graves blessures, elle doit être hospitalisée en soins intensifs. Après ça, forcément, tout le monde s'interroge. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une intimidation liée à son témoignage, qui a été maquillé en agression aléatoire? Les hommes qui s'en sont pris à Cynthia lui ont donné des coups de pied, l'ont jeté contre un portail et lui ont fracturé la hanche, mais ne lui ont rien volé. De la part de malfrats connus pour commettre surtout des vols à l'arraché, c'est quand même sacrément étrange. Difficile de prouver quoi que ce soit et le procès doit se poursuivre. L'avocat de Naïm tente désespérément de sauver son client, notamment en demandant à ce que la relation de couple et le féminicide ne soient pas retenus. L'avocat, là, il veut pas lui remettre une médaille aussi pendant qu'on y est? Bon, en fait, s'il demande ça, c'est parce que l'absence de ces 2 circonstances aggravantes permettrait de réduire considérablement la peine encourue par l'accusé. Pour arriver à ses fins, la défense de Naïm va même jusqu'à blâmer la victime, en suggérant que Brenda porte une part de responsabilité dans sa propre mort. Cette stratégie indigne choque profondément sa famille et l'opinion publique. Le 13 mai 2021, après les plaidoiries finales, les juges se retirent pour délibérer. Et le jour suivant, le verdict tombe comme un coup près. Naïm Bera Menem est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Brenda, avec 2 circonstances aggravantes, relation de couple et féminicide. La peine maximale prévue par le code pénal argentin. 1 mois plus tard, les juges publient les fondements détaillés de leur sentence. Ils expliquent que Naïm a tué Brenda juste pour ne pas avoir à assumer une éventuelle paternité. Les magistrats soulignent qu'il n'a jamais été capable de se mettre à la place de Brenda, parce qu'il se pensait doublement supérieur à elle, de par son genre et sa classe sociale. En septembre 2021, l'avocat de Naïm fait appel de la sentence devant la cour de justice de Catamarca, toujours en essayant de salir la victime. Heureusement, sa demande est rejetée. L'affaire Brenda Gordillo a marqué l'Argentine à jamais. Elle s'inscrit dans la longue liste des féminicides qui endeuillent le pays et alimente les mouvements féministes. Un jeune homme en apparence normale, issu d'une famille privilégiée, cachait un monstre de misogynie prêt à tuer pour préserver son confort personnel. 30 ans après l'affaire María Soledad Morales et ses fils du pouvoir, Catamarca a connu un nouveau drame, impliquant un jeune privilégié persuadé qu'il allait pouvoir s'en tirer. Mais cette fois, la justice n'a pas failli. Seulement, le plus tragique dans cette histoire, au-delà du meurtre en lui-même, c'est que le mobile n'avait aucune raison d'être. Durant l'autopsie, le médecin légiste a pu déterminer avec certitude que Brenda n'était pas enceinte au moment de sa mort. Pire encore, elle souffrait visiblement, sans le savoir, d'un problème gynécologique assez grave qui rendait ses chances de concevoir naturellement quasi nulles. Brenda a simplement eu un retard de règles et fait un test de grossesse qui s'est révélé positif, un faux positif. Quelques sources isolées affirment que Brenda a volontairement menti à Naïm concernant sa grossesse dans le but de le garder dans son giron. Mais tout porte à croire que cette version n'est pas la bonne. Quoi qu'il en soit, Naïm a tué, brûlé et découpé Brenda
pour éviter qu'elle mette au monde un enfant qui n'a jamais existé. Il aurait suffi qu'elle fasse une simple prise de sang pour qu'il constate qu'elle n'était pas enceinte. Et son meurtre n'aurait probablement jamais eu lieu. Le fait que Naïm ait voulu tuer sa petite amie parce qu'elle attendait son bébé était déjà abject. Mais quand on sait qu'en réalité, ça n'a jamais été le cas, c'est encore pire. Aujourd'hui, il est toujours derrière les barreaux. La Cour de cassation a confirmé sa condamnation. Il a donc épuisé tous ses recours et ne sera probablement jamais libéré. Le nom de Brenda résonne désormais dans toute l'Argentine, comme le symbole de la lutte contre les féminicides et la violence faite aux femmes. Son histoire fait désormais partie de la mémoire collective, aux côtés de celle de Maria Soledad Morales. 2 jeunes femmes, injustement tuées à 30 ans d'intervalle, dans une province qui espère ne plus jamais connaître de telles tragédies. Voici pour cette affaire catastrophique du début à la fin, clairement. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « pourri » en commentaire, je pense que le terme est bien choisi. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker la vidéo, c'est juste là, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.